Bonjour et bienvenue. Dans cette présentation, je vais vous parler d'une des nombreuses méthodes qu'on peut utiliser dans les études dites de sûreté de fonctionnement, la méthode de l'arbre d'événements. Donc ADE, arbre d'événements, ou ETA, Event Tree Analysis. Alors cette méthode, elle a été développée dans les années 70 pour évaluer le risque lié aux centrales nucléaires à eau légère. Les analystes s'étaient rendus compte que l'AMDEC n'était pas suffisante, l'APR n'était pas suffisante, les armes de défaillance n'étaient pas suffisantes pour pouvoir analyser ce qu'il se passait en cas de défaillance sur ces fameuses centrales. Et donc ils ont éprouvé le besoin de créer une autre méthode d'analyse qui est l'arbre d'événements. Et puis elle a commencé à avoir du succès, cette petite méthode, et elle s'est étendue à tout un tas d'autres secteurs d'activité. Personnellement, je l'ai utilisée de nombreuses fois dans le secteur du transport, pour transport ferroviaire ou des tramways ou des métros. Et alors, elle est intéressante parce qu'elle apporte une aide précieuse pour traiter des systèmes qui comportent de nombreux dispositifs de sécurité de leur interaction. On a vu que l'AMDEC, on sait au moins que l'AMDEC prend les défaillances les unes après les autres, mais ne fait pas de combinaison. On le fait avec, par exemple, un arbre de défaillance. Mais on peut aussi utiliser l'arbre d'événements justement pour voir l'influence de ces dispositifs de sécurité sur un événement initiateur qui va devenir de plus en plus complexe et arriver vers une catastrophe. Ça va permettre aussi d'estimer des probabilités d'occurrence des différentes séquences accidentelles. Et puis ça fait partie du retour d'expérience. On peut aussi bâtir un arbre d'événements alors que le système est en utilisation, que ce système a subi un accident grave, et on va pouvoir remonter à l'événement initiateur par rapport à toutes les barrières de sécurité ou toutes les détections qui n'ont pas fonctionné. Donc on peut l'utiliser en conception ou en utilisation. Comme d'habitude, ce que l'on dit, c'est qu'il vaut mieux l'utiliser au niveau de la conception, parce qu'en conception, on peut toujours corriger une erreur de conception, ce qui n'est pas forcément le cas une fois que le système est en utilisation. Imaginez une centrale nucléaire, une fois qu'elle est en utilisation, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait changer à l'intérieur. Exemple Fukushima. Donc l'objectif, ça va être de décrire des scénarios d'accident à partir d'un événement dit initiateur. Alors c'est très approprié lorsque le système fonctionne d'une manière chronologique mais discret, c'est-à-dire que les événements sont ponctuels dans le temps et ils arrivent les uns après les autres. Et puis ça va permettre de comparer aussi l'efficacité de différentes mesures de protection qui vont permettre de réduire l'impact d'un événement initial et de faire en sorte que la conséquence ne soit pas trop catastrophique, ou que je me trouve plutôt dans des modes dégradés que des modes inacceptables. Le principe est relativement simple. On suppose la défaillance d'un composant ou d'une partie d'un système, et on va regarder comment les événements vont pouvoir s'enchaîner les uns après les autres. Donc ça permet, à partir d'un événement initiateur ou d'une défaillance d'origine, d'estimer la dérive du système en envisageant de manière systématique le fonctionnement ou la défaillance des dispositifs de détection, d'alarme, de protection, d'intervention, ou ce qu'on appelle aussi des barrières de sécurité. Alors ces dispositifs, ces barrières de sécurité peuvent être très bien des moyens techniques, comme par exemple des sprinklers dans une salle dans laquelle on aurait un certain nombre de composants électroniques et des armoires électriques et on ne veut pas que ça brûle. Mais ces dispositifs, ça peut être aussi une intervention de l'opérateur qui, en fonction de son cahier de procédure, va savoir comment réagir vis-à-vis d'un événement dit initiateur. Donc ça se présente comment un arbre de défaillance? Sous forme d'arbre, voilà, où on a un événement initiateur avec des événements génériques qui vont s'enchaîner les uns les autres, et suivant que ces événements génériques sont réalisés avec succès ou sont en échec, on arrivera sur des conséquences finales qui sont acceptables ou inacceptables. On passe par un certain nombre de branches que l'on va enchaîner les unes après les autres. Donc au niveau de la méthode, comment ça marche cette méthode? Déjà, vous avez vu, ça se conduit de gauche à droite, c'est-à-dire qu'on part de l'événement initial à gauche, et puis on va développer chronologiquement vers la droite en étudiant le comportement de chaque événement générique intermédiaire qui vont amener à la conséquence acceptable ou inacceptable.
Donc le scénario est formé de plusieurs événements qui se combinent pour identifier les conséquences. Et ça va me permettre de déterminer l'enchaînement de ces événements ainsi que le résultat final, succès ou échec de mon système. Alors en général, l'arbre de défaillance est binaire, hein, c'est-à-dire que ça marche, l'événement générique intermédiaire, le facteur d'aggravation, il est là ou il n'est pas là. On ne prend pas des probabilités intermédiaires. On pourrait le faire, mais alors ça devient vite compliqué, vite fastidieux. Donc on part de la gauche jusque vers la droite, en enchaînant par des branches les événements génériques intermédiaires, 1, 2 et 3, suivant qu'ils se réalisent ou non, suivant qu'ils sont en échec ou qu'ils sont en réussite. On peut le faire avec une première approche par fonction dite de sécurité. J'ai donc un événement initiateur. Si ma fonction de sécurité fonctionne correctement, je n'ai pas de conséquences. Si elle ne fonctionne pas, j'aurai un accident. Par exemple, rupture d'une tuyauterie de vapeur. Si j'ai une fonction de sécurité qui ne me permet pas de fermer, d'isoler la partie qui fuit, je vais vers l'accident. Mais si je peux isoler cette partie-là, mon système ne fonctionnera plus, bien sûr, mais j'aurai une légère fuite, mais je n'aurai pas de conséquences. Le traitement qualitatif se fait par des occurrences que l'on suppose être indépendantes les unes des autres, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc ça, c'est l'approche par fonction de sécurité. La deuxième approche est par facteur d'aggravation. C'est-à-dire que j'ai un événement initiateur, par exemple rupture de mon réservoir et de carburant. J'ai un facteur d'aggravation qui est la présence du point chaud. Donc si je n'ai pas de point chaud, s'il n'y a pas de facteur d'aggravation, je n'ai pas de conséquences. Par contre, si jamais j'ai un point chaud, je risque d'enflammer mon carburant qui est en train de fuir parce que mon réservoir est cassé, il y a une rupture, c'est quand même relativement grave. Alors, que ce soit par facteur d'aggravation ou facteur de sécurité, il n'y a pas de choix à faire. C'est-à-dire que dans votre arbre de défaillance, vous pouvez avoir des fonctions de sécurité qui sont après mes événements initiateurs, mais aussi des facteurs d'aggravation. Vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Ce n'est pas un arbre d'événements où il n'y aurait que des fonctions de sécurité, un arbre d'événements où vous n'aurez que des facteurs d'aggravation. Comment se met en place la méthode ? Eh bien déjà, il va falloir identifier l'événement initiateur. Est-ce que c'est la défaillance d'un système, d'un sous-système, d'un composant, ou est-ce que c'est un événement dit extérieur ? Et partant de là, on va déterminer quantitativement la fréquence d'apparition de cet événement. Deuxième étape, j'ai l'événement initiateur, je vais regarder si j'ai des barrières de sécurité dans mon système. Bon, des mécanismes de protection, des systèmes automatiques de sécurité, des actions opérateurs, parce qu'il y a une alarme qui a été déclenchée, l'opérateur sait qu'il y a un problème et il va mettre en place une action. Et leur efficacité de ces barrières de sécurité pourra s'évaluer au travers d'une probabilité de succès ou d'échec. La construction, on l'a dit, elle se fait de la gauche vers la droite, de l'événement initiateur vers les conséquences, en enchaînant les mécanismes de protection représentés par des branches. Alors en général, on met sur la branche supérieure le succès et sur la branche inférieure l'échec. Si vous voulez faire l'inverse, il n'y a rien de codifié de ce côté-là. Du moment que vous faites un arbre d'événements qui vous parle et qui vous permet d'analyser la situation accidentelle que vous ne voulez pas voir arriver, c'est quand même... disons que ce point 3 n'est pas si important que cela, d'avoir le succès en haut ou l'échec en bas. Ça permettra après d'estimer la probabilité de chacune des branches, à condition bien sûr qu'on ait les probabilités de réalisation des barrières de sécurité ou non. Et ça permettra après de probabiliser chacune des conséquences par combinaison des probabilités par branche. Et puis enfin, je pourrais hiérarchiser les conséquences par probabilité du plus probable au moins probable. Donc, identification d'un événement initiateur, ça peut venir d'une AMDEC ou d'une APR ou d'une analyse des risques en opération. J'ai cet événement initiateur et maintenant je vais déterminer les conséquences immédiates sur le système en fonction soit du succès, soit de l'échec des fonctions directement concernées par l'événement initiateur, ou de l'existence ou non de facteurs d'aggravation. On a vu dans
dans la construction précédente que on les combinait les uns après les autres. Et je vais poursuivre la démarche jusqu'à avoir mis en œuvre toutes les fonctions de sécurité, toutes les barrières de sécurité, que je n'ai plus de facteur d'aggravation et que j'ai enfin abouti à une conséquence indésirable ou non. L'objectif étant bien sûr qu'on ait le moins possible d'événements indésirables. Et puis je vais éliminer les branches inutiles ou impossibles. On verra sur un exemple ce que ça donne un petit peu plus loin. Voici un exemple, je vais dire, académique. J'ai un événement initiateur, suivant les facteurs d'aggravation, oui ou non, on voit qu'on a jusqu'à 8 possibilités au niveau des conséquences. Mais je peux faire des arbres simplifiés où, par exemple, les conséquences 5, 6, 7 et 8 sont regroupées entre elles. Alors, comme j'ai dit, c'est une vision académique, mais on va le voir dans 3 slides suivantes, sur un exemple, comment ça marche justement cette simplification de l'arbre d'événements. Donc, je peux faire un traitement qualitatif, simplement en regardant les conséquences des séquences d'événements, comment ça va se transmettre au fur et à mesure par la réalisation ou non, oui, des barrières de sécurité, ou par la présence ou non de facteurs d'aggravation. Et ça va me permettre d'éliminer des séquences d'événements aux conséquences inacceptables, soit en agissant sur la conception, soit en prenant des dispositions adaptées de mise en œuvre. Plus on fait ce type d'analyse tôt dans le cycle de développement du produit, moins on a de chances d'avoir des problèmes plus tard en utilisation. Maintenant, le risque zéro n'existe pas, il ne faut pas se leurrer. Le traitement quantitatif, par contre, se fait comment ? Il faut déjà que j'ai la probabilité de réalisation de l'événement initiateur, la probabilité de réussite ou non des barrières de sécurité et la probabilité de présence ou non des facteurs d'aggravation. L'hypothèse étant que, comme je l'ai dit précédemment, on considère ces événements indépendants les uns des autres, ce qui n'est pas forcément toujours vrai. Nous allons prendre un exemple sur une canalisation qui permet de transporter du gaz. Donc, cette canalisation, j'ai une fuite. Et je vois que j'ai 3 barrières de sécurité. La première, c'est la détection du gaz. La deuxième, le sectionnement de l'endroit où il y a une fuite de gaz. Et puis, le troisième barrière de sécurité, qui est la présence de sprinklers. Et j'ai un facteur d'aggravation qui est l'inflammation du gaz. Alors, c'est parti. J'ai donc une fuite. Je peux la détecter. C'est intéressant. Je peux sectionner la partie où j'ai cette fuite, si bien que je vais arrêter la fuite, même s'il y a quand même un petit peu de gaz qui part dans l'atmosphère. Si je n'ai pas d'inflammation du gaz, je ne me pose même pas la question de mettre en œuvre les sprinklers, j'ai directement une conséquence qui est relativement négligeable. Alors il ne faudrait pas attendre trop longtemps pour sectionner, bien sûr, mais parce que dans ce cas, je pourrais asphyxier les gens qui sont à côté. Mais c'est quand même plus négligeable que si j'avais une inflammation du gaz. Là, c'est quand même gênant. Mes sprinklers, s'ils fonctionnent, au bout d'un moment, ça va quand même arrêter mon incendie. Je vais avoir une faible perte sur mon système, dans son environnement. Par contre, si mes sprinklers ne fonctionnent pas, je risque d'avoir une forte perte avec l'explosion, etc., etc. Donc j'ai ma fuite, je peux détecter le gaz et j'ai pu sectionner. Si je ne peux pas sectionner, si j'ai pas d'inflammation du gaz, c'est pas si grave que ça. Par contre, le jour où il y aura une inflammation, là, ça va être la catastrophe. Mais comme j'ai déjà détecté ma fuite, même si je ne peux pas sectionner, je vais pouvoir mettre quelque chose en œuvre, donc je considère que la conséquence est négligeable parce que je n'ai pas d'explosion. Par contre, si j'ai l'inflammation du gaz, mes sprinklers, est-ce qu'ils vont agir ? S'ils agissent, je vais peut-être avoir une faible perte, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'éteins mon incendie, même si mon gaz continue à sortir. Et de toute façon, comme j'aurais détecté, je pourrais aussi faire une autre intervention. Par contre, si mes sprinklers ne fonctionnent pas, c'est comme précédemment, j'ai une forte perte avec le système qui explose. J'ai ma fuite, mais je ne peux pas détecter. Là, c'est plus gênant. Et comme je ne peux pas détecter, ce n'est pas la peine que je me pose la question si je peux sectionner ou pas. C'est là où on a la notion d'arbre simplifié. Donc, si jamais je ne détecte pas ma fuite,
que j'ai pas d'inflammation du gaz, je peux considérer encore que c'est négligeable, quoique là, ça commence à être un petit peu plus critique, puisque je ne sais pas que j'ai une fuite. Donc il suffirait qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans le local avec une cigarette à la main, et puis il fait tout sauter. Mais on va dire que c'est un petit peu moins grave. Par contre, si j'ai une inflammation du gaz, mais mes sprinklers fonctionnent, je me retrouve dans le cas de la faible perte, et s'ils ne fonctionnent pas, et ben là c'est beaucoup plus grave parce que je perds complètement mon système. Donc vous voyez, on enchaîne les événements les uns après les autres. C'est un peu ce que j'appelle moi, le scénario Bruce Willis, où à chaque fois que dans Piège de cristal, une journée en enfer, à chaque fois qu'il règle un problème, il y a toujours autre chose qui vient se rajouter, sachant qu'à la fin, les conséquences pour Bruce Willis sont toujours excellentes, c'est-à-dire qu'il n'a jamais de problème, même s'il doit être couturé d'un petit peu partout, mais il s'en sort toujours. L'arbre d'événement, c'est le scénario Bruce Willis. Voilà. Autre exemple, j'ai un réservoir pendulaire qui contient du carburant. Que va-t-il se passer ? Ce réservoir, pour une raison ou pour une autre, va tomber. S'il tombe, mais qu'il n'y a pas rupture du réservoir, bah, il ne va rien se passer, il va juste être cabossé. Les conséquences sont vraiment négligeables. J'ai juste à réparer mon réservoir pour pouvoir le réutiliser, ou alors je le change complètement. Donc là, je suis encore dans la simplification d'un arbre. Ce n'est pas la peine que je regarde le facteur d'aggravation point chaud. Ça ne sert strictement à rien. Par contre, s'il tombe et que j'ai une rupture, je vais me poser la question. Si je n'ai pas de point chaud, qu'est-ce que je vais avoir ? Bah, le liquide, le carburant qui est à l'intérieur de mon réservoir, eh ben, il va se mettre à couler, je vais polluer, et puis ça va s'arrêter là, puisque je n'ai pas de point chaud, il n'y a pas d'incendie, c'est pas la peine, mon arbre est encore simplifié. Par contre, si j'ai un point chaud, et que je peux maîtriser l'incendie va être limité, je vais avoir des dégâts matériels limités dans mon système. Par contre, si je ne peux pas maîtriser mon incendie, je risque d'avoir une explosion avec des dégâts matériels importants, des vies humaines qui vont être mises en danger, et c'était pas le but de mon réservoir que d'arriver à une situation pareille. Donc vous voyez, c'est relativement sympathique, ça se présente les uns après les autres. Il faut savoir mettre dans le bon ordre les différents facteurs d'aggravation et barrières de sécurité pour obtenir un graphe final qui soit très parlant. Donc si on peut synthétiser au niveau de la méthode, de quoi ai-je besoin en entrée ? Ben, l'architecture du système déjà, et la description de son environnement. Ça vient d'où ça ? Ben, c'est clair, ça vient d'une analyse fonctionnelle que j'ai faite, que j'ai réalisée au préalable. Il faut que je puisse déterminer mes événements initiateurs, donc soit par mon imagination fertile, soit par l'utilisation d'autres méthodes de sûreté de fonctionnement, comme l'AMDEC, l'APR, un arbre de défaillance, etc. Et si je veux probabiliser les conséquences, la probabilité d'apparition des conséquences, il me faut les probabilités d'occurrence des éléments initiateurs, des fonctions de sécurité et des facteurs d'aggravation. En données de sortie, je vais me retrouver avec quoi ? Je vais identifier les conséquences d'un événement initiateur et des événements et ces conséquences que je n'avais pas pu voir au niveau du NAMDEC par exemple, parce que le problème de l'AMDEC, c'est que je regarde les défaillances séquentiellement les unes après les autres et j'ai pas d'aspect combinatoire. L'arbre d'événement, comme l'arbre de défaillance, a ce pouvoir de combiner les différents événements entre eux. Ça va me permettre d'identifier les séquences d'événements pouvant conduire à un événement indésirable et de mettre en évidence ce qu'on a appelé les différents chemins d'aggravation. Alors, qualitativement, si j'en reste là, je vais pouvoir identifier des points faibles de conception, c'est-à-dire que je n'ai pas assez de fonctions de sécurité et j'ai trop de facteurs d'aggravation. Et l'analyse quantitative, elle, sera de pouvoir probabiliser la réalisation des conséquences de mon événement initiateur qui s'est transformé au fur et à mesure par des barrières de sécurité inefficaces et des facteurs d'aggravation non maîtrisés. Alors, avantages, limites et inconvénients de cette méthode. Parce que bon, c'est quand même pas la panacée. C'est une méthode intéressante, naturelle, très facile à s'approprier. Vous avez vu, c'est très séquentiel. C'est très adapté au système qui présente un aspect séquentiel très marqué. Ça, c'est pratique. Et ça va permettre de rechercher tous les enchaînements des différents éléments, sachant qu'on considère que ces événements, ils sont binaires. Soit ma fonction de sécurité est réalisée, soit elle n'est pas réalisée. Mon facteur d'aggravation est présent ou il est absent. On n'a pas de troisième voie possible.
Alors, naturellement, la qualité des conclusions va dépendre de la qualité et de l'exhaustivité de la liste des événements et des comportements potentiels du système. Ça nécessite d'avoir fait aussi et de bien connaître son système, analyse fonctionnelle, d'avoir déjà une bonne idée de comment mon système peut tomber en panne, l'AMDEC, l'arbre de défaillance, etc. Et bien sûr, le chiffrage final des conséquences, la probabilité d'occurrence des conséquences, va dépendre de la probabilité des différents événements intermédiaires, barrières de sécurité et facteurs d'aggravation. Ça va permettre d'estimer aussi l'influence d'un facteur en faisant varier sa probabilité. J'ai dit que la fonction de sécurité avait été affectée d'une probabilité de réalisation ou non réalisation. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que cette probabilité, vous pouvez l'affecter d'un facteur et d'un niveau de confiance pour faire une analyse de sensibilité. Et vous allez peut-être vous rendre compte que sur certains systèmes de détection, même si je fais varier énormément la probabilité que cette fonction de sécurité ne soit pas réalisée, peut-être je vais me rendre compte que c'est pas si important que ça sur le résultat final qui est la conséquence ultime de réalisation de mon événement initiateur. Donc c'est pas mal parce que ça permet de jouer sur les probabilités. Vous pourriez faire pareil sur les armes de défaillance d'ailleurs. D'ailleurs, arbre de défaillance, si j'associe l'arbre d'événement aux arbres de défaillance, ça me permet d'aller un petit peu plus loin. C'est encore le scénario Bruce Willis. Il a réussi à maîtriser un vilain dans Piège de cristal, et manque de bol, quand il arrive dans une pièce, et ben, il marche sur, on lui tire dessus, et puis il va se blesser les pieds en marchant sur du verre brisé. J'en passe, et des meilleurs. Et ça ressemble un petit peu à ce que l'on retrouve dans les arbres de défaillance avec les coupes minimales. Très important, la prise en compte de l'ordre d'apparition des événements intermédiaires. Il va falloir réfléchir et être un petit peu astucieux de ne pas les mettre dans n'importe quel ordre. Si vous les mettez dans n'importe quel ordre, vous risquez de vous perdre un petit peu, puis de vous poser un certain nombre de questions. Et ça permet donc aussi de traiter les différents états que va prendre le système au final. Les facteurs d'aggravation peuvent aussi se confondre avec des défaillances, ça c'est vraiment pas un souci, et ça dépend naturellement fortement de la connaissance de l'analyse. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ce type d'analyse, on ne peut pas la faire tout seul, il faut la faire avec un groupe de travail, avec des sachants, des gens qui ont du retour d'expérience, et qui vont mettre autour de la table leurs connaissances pour permettre de correctement construire cet arbre d'événements. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a des limites, ça ne prend pas en compte les opérations d'entretien, autrement dit le système est considéré comme irréparable, ça c'est une des limites. Puis l'autre limite, c'est qu'on considère que les événements initiateurs, les événements intermédiaires sont supposés indépendants les uns des autres, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Voilà pour cette petite présentation. Elle a été effectuée dans le cadre des activités du groupe de travail et de réflexion M2OS, qui est actuellement piloté par Madame Sandrine Schroun. Si vous allez sur le site de l'IMDR, que vous cherchez la description des travaux faits dans le groupe de travail M2OS, vous aurez aussi ses coordonnées. Et si ça vous intéresse de nous rejoindre pour venir partager vos expériences professionnelles, nous sommes un certain nombre d'ingénieurs aussi bien actifs que retraités, qui sommes là pour justement reporter un regard critique sur l'évolution de méthodes qu'on va dire dites classiques et éprouvées, parce que vous avez vu, l'arbre d'événements, c'est les années 70, donc c'est quand même un peu 50 ans, c'est quand même pas hier, c'est plutôt avant-hier ou avant-avant-hier. Et donc, dans ce groupe de travail, on essaye non pas de remettre à jour un certain nombre de méthodes, mais d'apporter notre expérience pour faire évoluer la réflexion sur la mise en œuvre de ces méthodes. Vous êtes les bienvenus, vous contactez Madame Schroun, ses coordonnées sont sur le site de l'IMDR. Pour bâtir cette présentation, je me suis appuyé sur mon expérience personnelle et professionnelle, et aussi sur un certain nombre de bibliographies que j'ai essayé d'être toujours accessible au moment de la réalisation de cette présentation, avec aussi bien des articles que des ouvrages, directement des livres, comme par exemple le livre de Zwigenstein ou le livre de Wilmer sur la sécurité des systèmes. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre.